Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Ciné et Rose, votre podcast dédié à la culture et à l'imaginaire. « 15 ans après Prestige Joe l'uniforme, le duo Louis Fang-Hugh Micol se reforme pour la bande dessinée Blackout. Plongée passionnante dans l'âge d'or d'Hollywood à travers le destin d'un acteur aux 1000 visages, condamné à incarner des rôles ethniques. Un personnage pour symboliser à lui seul le traitement perpétuel de toutes les minorités d'Hollywood et qui fait écho au mouvement Oscar So White et Black Lives Matter. Ce puissant brûlot politique, magnifié par le dessin d'Hugh Micol, est l'une des bandes dessinées de l'année. Et le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême ne s'y est pas trompé, Blackout fait partie de la sélection officielle 2021. Et pour en parler, nous recevons Louis Fang, scénariste de Blackout, mais aussi autrice, réalisatrice et metteuse en scène de théâtre. Bonjour Louis Fang. Bonjour. Quel est votre premier souvenir avec le cinéma américain ? Mon premier souvenir avec le cinéma américain, c'est un film dont je cherche encore le titre et si quelqu'un peut m'aider, ce serait génial. C'est un film en noir et blanc des années 30, je crois. C'est un film parlant qui raconte l'histoire d'une sauvageonne qui vit dans les marais, qui attire les hommes de la ville et les perd dans les sables mouvants. Elle les détrousse avant qu'ils soient complètement engloutis. C'est un film en noir et blanc, très mystérieux parce que je n'ai pas trouvé son titre encore. Mais ce film m'a énormément marqué. Je crois que c'était aussi le film préféré de Jean Marais. Ça peut être un indice pour retrouver la trace de ce film. Et j'y pense encore souvent à ce film. Les super-héros avec Prestige de l'uniforme, le western avec l'odeur des garçons affamés et maintenant le cinéma hollywoodien. Qu'est-ce qui vous attire dans les mythes américains ? Pourquoi aimez-vous les déconstruire ? J'aime les mythes américains parce que ce sont des mythes, parce que ce sont des fictions, ce sont des inventions qui sont des effets de cristallisation du réel. Et puis ce sont des mythes modernes, ce sont des mythologies qu'on a inventées avec un monde qui est en train de se construire et dans lequel on vit encore. Donc c'est une espèce de grands mensonges comme ça, de grandes fictions qui nous fait rêver, qui nous fait réfléchir aussi. Et j'aime les déconstruire pour comprendre comment ils fonctionnent et comprendre pourquoi ils fonctionnent et voir ce qui se cache derrière, quels mensonges justement ils maquillent. Et ce qui me fascine aussi, c'est que ce sont des histoires de code. Ce sont des langages codés, sont des filtres que l'on met sur la réalité pour la distordre et que j'ai toujours aimé l'idée de comprendre un langage étranger pour essayer de le parler. Ça, c'est certainement lié à mon exil à moi où j'ai dû très tôt apprendre d'autres langages que le mien. Et les comprendre et m'exprimer à travers eux. Et je pense que tous ces mythes américains, tous ces langages de la culture américaine fonctionnent comme ça, que ce sont des codes à décoder, des codes à comprendre, ce qui fait que quand on est dedans, on est tous ensemble, on est dans une connivence, on se comprend sans avoir à se l'expliquer. Donc cette fascination, si je comprends bien, elle vient de ce que vous avez vécu, vous personnellement ? Je pense que c'est un mélange oui, de toute façon, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé va conditionner ce que l'on est, ce que l'on aime et ce qui nous intéresse. Moi, je l'analyse comme ça, mon attirance par les mythes américains, parce que l'Amérique, c'est déjà une terre lointaine pour nous les Européens et pour moi qui viens d'Asie. Et donc, cet éloignement crée un mythe en soi, crée une forme, pas d'idéalisation, mais de fiction, de mise en fiction. Je pense que toute la culture américaine qui repose sur ces mythes, c'est comme un jeu de code géant auquel tout le monde est invité à jouer et tout le monde s'amuse à jouer, en fait. J'ai l'impression que la fascination du mythe américain pour tout le monde vient de là. C'est une espèce de grand jeu dont on comprend très vite les règles.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette Amérique fait-elle toujours rêver? Non, bien sûr que non. L'Amérique ne fait plus rêver, enfin, surtout en ce moment où c'est vraiment la fin de l'ère Trump est absolument catastrophique. Elle ne fait pas rêver, mais je pense qu'elle continue à fasciner, même dans son abjection. Parce que l'Amérique, c'est aussi un laboratoire de la modernité. L'Europe a toujours été en observation de l'Amérique pour voir ce qui se passe. C'est comme si on regardait dans le futur à quelques années d'intervalle et qu'on expérimentait des choses là-bas, quoi, pour voir qu'est-ce qui est à l'avant-garde de la civilisation dite moderne. Donc non, l'Amérique ne fait plus rêver, mais elle continue de fasciner. Elle a pu faire rêver parce que tous ces mythes américains, et notamment à travers le cinéma, ont très très bien fonctionné. Ce sont des systèmes extrêmement bien faits, des mécaniques impeccables, très efficaces, très calculées. Et en ça, même dans leurs calculs, je trouve qu'elles sont fascinantes. Même dans le côté effrayant, c'est assez fascinant ce degré de perfection auquel ce système a accédé, quoi. Et puis c'est toujours des sujets de réflexion. Voilà, ces mythes américains nous questionnent dans ce qu'on est intérieurement aussi. Ça pose plein de questions. Et cette réflexion sur l'Amérique, vous l'aviez il y a 10 ans? Parce que je crois que Blackout a été conçu, enfin, en tout cas les prémices datent d'il y a une dizaine d'années. Est-ce que vous aviez déjà ce regard sur l'Amérique? De manière générale, je pense que j'avais déjà ce regard sur l'Amérique. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre, j'avais déjà ce regard sur l'Amérique puisque j'avais fait Prestige de l'uniforme, qui est une relecture d'un mythe américain. Blackout, on a commencé à y réfléchir et à en parler il y a 10 ans, mais évidemment, ça n'avait pas la forme qu'a le livre maintenant. C'était plus une interrogation sur quoi on pourrait travailler, Hugues et moi, quel sujet nous plairait à tous les deux, quelle nouvelle collaboration on pourrait faire. Et en fait, assez vite, on est tombé d'accord sur le thème du cinéma, sur le thème hollywoodien. Je voyais très très bien Hugues faire ça et lui, il avait très envie de dessiner tout ça. Aussi bien le glamour que le grotesque, surtout le grotesque en fait, je pense. Mais ce qu'on voulait raconter sur Hollywood, c'était la petite histoire, c'était l'histoire cachée, pas l'histoire officielle. Plutôt tout ce qui était en marge, tout ce qui était occulte et étrange. Et l'histoire de Blackout, au tout départ, c'était plutôt une histoire fantastique. J'avais envie de raconter l'histoire d'un acteur qui disparaîtrait de la pellicule, mais vraiment d'une manière qui tiendrait presque de la sorcellerie, qui serait invisible sur la pellicule. Et puis en commençant à me documenter sur l'invisibilité à Hollywood, je suis très vite tombée sur la question des acteurs de couleur qui étaient sous-employés, mis en arrière-plan, pas du tout mis en valeur, et à qui on ne donnait pas ni le premier rôle, ni une voix, tout simplement. Donc ce lieu, enfin Hollywood, la fabrique des rêves, et cette époque de l'âge d'or était déjà finalement décidée dès le départ. Oui. Pas de manière aussi précise, mais on avait le contexte. On avait le contexte hollywoodien, on avait cette envie, on avait des images aussi, on avait des visions comme ça, assez baroques de cet Hollywood, qui serait entre glamour et grotesque, entre la beauté et l'horreur absolue. Oui, c'est ça, on l'avait déjà en nous il y a 10 ans. Moi, en tout cas, ce récit semi-fictionnel m'a beaucoup fait penser à l'histoire vraie d'un acteur japonais, maintenant tombé dans l'oubli. Vous le connaissez peut-être, Sessue Hayakawa. Sa vie a été racontée par Gilles Jacob en 2016 dans un roman intitulé Un homme cruel, que je vous conseille d'ailleurs, qui est vraiment excellent. Quels sont les acteurs et les actrices qui ont inspiré le personnage de Maximus et votre récit? On sait qu'il y a votre grand-père, enfin le faciès en tout cas, c'est votre grand-père, mais est-ce qu'il y a des acteurs et des actrices? C'est ceux qu'on retrouve dans la BD que vous citez? Oui, Paul Robson, c'était une grande inspiration, mais avant de commencer les recherches sur Blackout, je ne connaissais pas du tout l'existence de Paul Robson. D'ailleurs, pas grand monde connaissait l'existence de Paul Robson.
Parce que quand j'étais en train d'écrire le scénario, je parlais de lui à un ami journaliste du cinéma extrêmement pointu. Il ne connaissait pas du tout ni le nom, ni la carrière, ni quoi que ce soit de Paul Robeson. Ce qui est vraiment hallucinant maintenant quand on y pense. Mais j'espère que Blackout contribue un petit peu à remettre Paul Robeson dans les mémoires. Ce qui est troublant, c'est qu'avant de découvrir la carrière de Paul Robeson, j'avais déjà l'idée d'un Maximus qui serait aux prises avec le macartisme et qui serait effacé par le macartisme à cause de ses penchants gauchistes. Et je me disais, c'est un petit peu gros, j'y vais un petit peu trop fort là sur la dureté du macartisme. Et en découvrant Paul Robeson, j'ai vu que c'était exactement ce qui lui était arrivé en fait. Cette mise au banc, cet effacement volontaire de sa carrière, comme quoi la réalité dépasse la fiction. J'étais très inspirée par Lena Horne aussi, dont je parle dans Blackout, pour le côté star en devenir, qui n'a jamais pu s'accomplir en tant que star du cinéma. Lena Horne, c'était vraiment l'actrice noire qui était sur la rampe de lancement à la MGM, première actrice noire sous contrat. C'était une chanteuse célèbre déjà et admirée. Et elle n'attendait plus que le rôle qui allait la faire exploser et accéder au rang de star. Et ce rôle, il aurait dû être celui de Julie Laverne dans Showboat. Et elle a vraiment cru que c'était le bon moment pour elle. Et puis à la dernière minute, ce rôle a été attribué à Ava Gardner, qui est sa meilleure amie. Et c'est une carrière qui est brisée vraiment dans l'élan. C'est quelque chose de dramatique. Et puis on pense, on a plein d'Uchronies qui viennent en tête. Du coup, on se dit quel Hollywood on aurait pu voir si Lena Horne avait accédé à ce statut de star noire dans les années 50. Quel aurait été le cours de l'histoire du cinéma aux États-Unis? Quel aurait été le sort des citoyens noirs? Est-ce que cela aurait accéléré les choses en leur faveur? Oui, cette tragédie de la carrière brisée dans l'élan, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré pour créer Maximus. Puis évidemment, je voulais qu'il ait plusieurs facettes, qu'il ne soit pas simplement représentant des acteurs noirs, mais aussi des acteurs asiatiques, indiens, tous ces acteurs de couleur, voilà, qu'on a relégués à des rôles ethniques. Je me suis toujours demandé qui étaient ces personnes qui apparaissaient dans les films. On n'avait pas forcément les noms, on ne savait pas qui ils étaient. Et c'est extrêmement troublant, ce grand trou noir dans le cinéma. On revient un petit peu sur votre grand-père. Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, vos BD disent toujours quelque chose de vous. Et est-ce que vous lui rendez hommage à votre grand-père avec Maximus Wade ? Oui, je pense. J'ai beaucoup pensé à lui en écrivant le personnage de Maximus pour la liberté, pour son côté affranchi, pour sa forte personnalité, sa séduction aussi. C'était un très bel homme, mon grand-père. Et puis, oui, il avait ce visage très particulier qui était à la fois asiatique et africain, alors qu'il n'avait pas du tout de sang africain, mais il avait comme un visage métissé. Et pour moi, il y avait une sorte d'universalité en lui. C'était presque un homme qui rassemblerait beaucoup d'hommes en lui. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à incarner le personnage, à lui donner de l'épaisseur, à lui donner de la présence. Le corps, le désir, les fantômes, la mort, ça fait partie de vos obsessions. Pourquoi ? C'est ce qu'on retrouve dans Blackout, l'odeur des garçons affamés, le prestige de l'uniforme. Oui, c'est les fantômes, beaucoup. Parce que moi, j'ai grandi avec les récits de fantômes de mon père. Mon père, au Laos, m'a dit qu'il avait rencontré beaucoup de fantômes. Mon père, c'est pas du tout quelqu'un qui est attiré par la fiction. Lui, il ne lit jamais de romans, il est plutôt obsédé par le réel. Il regarde le journal télévisé plusieurs fois par jour, il lit les journaux, il est vraiment ancré dans le réel. Et donc, c'est pas du genre à raconter des histoires, à inventer des histoires.
Mais par contre, il racontait ces histoires de fantômes comme il raconterait des choses extrêmement banales et quotidiennes, enfin, qui sont vraiment ancrées dans la vie et dans le réel. Et donc, moi, j'ai grandi avec tous ces récits qui, je pense, ont fait un peu dévier mon regard et ma sensation du réel. C'est pas que je ne sais pas où se trouve le réel et la fiction, mais je pense que j'ai pas un rapport totalement rationnel aux choses, de par mon éducation et ma culture bouddhiste. Je suis pas non plus versée dans l'ésotérisme. Je suis entre les deux et j'admets la réalité des deux, enfin la véracité des deux. Et les fantômes, pour moi, c'est comme de la fiction en fait, hein, et la fiction, c'est comme des fantômes en fait. Il ne s'agit que de croyances, il ne s'agit que de croire à une histoire, hein, tout en se disant qu'elle n'est pas forcément vraie. Quand on lit un livre, on a beau se dire c'est de la fiction, c'est pas vrai, et pourtant ce livre nous apporte de l'émotion, il peut même nous faire pleurer. Ce qui veut bien dire qu'on est emporté dans quelque chose qui n'est pas notre réel à nous. Je pense que mon attirance pour les fantômes, c'est du même ordre que ça, que mon attirance pour la fiction. Vos 3 autres obsessions que j'ai pu relever dans vos ouvrages, est-ce que c'est aussi une histoire personnelle ? Moi, je pense que déjà, mon rapport à l'écriture est très physique. C'est pas une activité uniquement cérébrale. C'est que quand j'écris, je ressens des sensations dans tout le corps. Le corps est vraiment intimement lié à l'esprit. Enfin, pour moi, il n'y a pas de séparation entre les deux. Moi, je suis obsédée aussi par la géographie. Et pour moi, le corps, c'est aussi une géographie. Le corps est un territoire. Et je pense que pour moi, qui ai vécu l'exil très jeune, le seul territoire dont je ne suis pas en exil, c'est mon propre corps. C'est vraiment l'endroit où je peux dire que je suis chez moi tout le temps. Et c'est l'endroit qui est le plus sûr, le plus tangible, le plus réel, le plus existant, le plus vivant. Certainement pour ça que la dimension du corps est importante dans mes histoires et dans mes personnages, qu'il faut en passer par là pour raconter mes histoires intimes, qu'il faut en passer par le corps. Hugues Micol a fait un travail vraiment remarquable sur Blackout. Et je crois savoir que vous écrivez toujours pour un dessinateur précis. Aviez-vous écrit le scénario pour lui ? Ah oui. Pour lui, pour personne d'autre. Si ça avait été pour quelqu'un d'autre, j'aurais écrit autrement. Mais là, j'ai écrit, mais vraiment, vraiment sur mesure pour lui. J'écris toujours sur mesure pour les dessinateurs. Mais alors, pour Hugues, c'est vraiment de la couture au millimètre parce que je le connais bien. On a déjà travaillé ensemble. Je sais comment réagit son dessin. Je sais ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire avec lui. Pour avoir observé aussi dans d'autres ouvrages, des collaborations avec d'autres personnes, je vois où il faut tenir, le tenir dans une structure et les moments où il faut lâcher la bride et le laisser exploser vraiment dans le dessin. Et j'ai beaucoup parlé de ça avec lui pendant la préparation où je lui disais... Je crois que j'ai été longtemps paralysée aussi par la lecture de Séquelles, que j'adore comme livre, qu'il a fait seul et dans laquelle il a une liberté que j'ai rarement vue chez un auteur. Je trouve ce livre tellement génial que je pense que ça m'a pris tout ce temps aussi d'écrire pour lui parce que je me disais, je ne dois pas brider, je ne dois pas le brider, je ne dois pas... l'enfermer dans quelque chose parce que c'est tellement magnifique ce qu'il fait quand il est totalement libre. Mais après ça, je me suis dit, j'ai quand même envie de lui écrire une histoire, donc allons-y. Mais essayons de trouver une méthode qui lui convienne. Et donc, je lui ai expliqué pendant l'écriture qu'il y aurait des parties dialoguées, très écrites, très précises, comme ça, des scènes vraiment structurées, écrites. Et puis des moments où il y aurait du texte, quelques indications à l'image, mais où lui serait libre de les interpréter vraiment comme il voulait. Et même parfois dans des scènes dialoguées, je donnais quelques indications en espérant qu'il serait lancé sur ces pistes-là.
Franchement, le résultat a dépassé toutes mes attentes. Je trouve ça fantastique, ce qu'il a fait. Cette confiance mutuelle, cette relation que vous entretenez, ça vous permet, vous, de plus vous lâcher au scénario? Oui, parce que j'ai confiance en lui. Je sais que ce sera bien. Mais je sais aussi que ce sera bien parce que je connais les limites à pas dépasser pour lui. Je sais quels mots il faut employer, quelle quantité de texte il faut pas dépasser dans mes descriptions. Je mesure mes phrases pour qu'elles soient à la fois évocatrices, pour être sûr que les dessins contiennent les informations ou les indications que je voudrais donner, mais en même temps laisser suffisamment d'espace pour que lui puisse investir ces indications-là, les réinterpréter à sa manière et qu'il puisse même se surprendre lui-même à les faire. C'est presque du dessin automatique, Hugues. Lui, il doit atteindre une sorte de transe pour arriver à trouver cette liberté, quoi, à faire vraiment parler son inconscient. Mais moi, je suis pareil aussi quand j'écris. J'ai beaucoup de préparation, j'ai des années de préparation et de documentation et tout ça, et de conceptualisation. Mais au moment d'écrire, je dois tout oublier. Et je dois aussi être dans une espèce d'état de non-contrôle de ce que je fais, où c'est l'inconscient quasiment en ligne directe qui se met à écrire à ma place. On va parler d'ailleurs de la documentation. Vous attachez beaucoup d'importance à ça. De quoi vous êtes-vous nourri pour l'élaboration du scénario? Vous avez relu des livres, ou lu des livres, vous avez revu des films? Il y a peut-être un album de jazz qui vous a accompagné durant l'écriture? J'ai vu beaucoup de films, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai fait une chose, je pense que c'est la chose qui m'a aidée pour construire Maximus. Je voulais d'abord construire sa filmographie. Je me suis dit, ça allait me donner déjà des pistes de recherche. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un post sur Facebook en demandant aux gens de me citer des films entre 1936 et 1960 de Hollywood qui parleraient de l'invisibilité, de fantômes, d'escamotage, de remplacement. Et voilà, il y a plein de gens qui m'ont envoyé plein de titres de films. Le fantôme de Madame Muir, Vertigo, La prisonnière du désert, enfin vraiment dans tous les sens. Et je les ai sélectionnés. J'ai fait une liste après que j'ai complétée par la suite, mais je regardais par rapport aux dates, par rapport au genre. Je demandais des fois, j'ai pas assez de péplum, allez-y, envoyez-moi des titres de péplum. Et je voulais constituer une filmographie qui aborderait tous les genres déjà du cinéma à Hollywood, qui serait cohérente dans la chronologie. Et puis surtout, quand j'ai regardé tous les films de cette liste, il fallait que je puisse trouver des failles dans le scénario où je pourrais m'imaginer que des scènes auraient pu être coupées. Alors ça, c'est un exercice extrêmement tordu de regarder un film en pensant à ça, mais c'est très stimulant. On regarde un film et on essaye de le disséquer en même temps qu'on le regarde en se disant tiens, là, il y a peut-être une petite faille de scénario ou il y a peut-être un personnage secondaire qui aurait pu être écrit et qu'on a pu couper, ou des fois il y a des faux raccords dans les films, même dans les plus grands, et on peut s'expliquer ces faux raccords par une scène coupée, par exemple. Donc je me suis fait des mini-scénarios comme ça que je me suis mis de côté. Et puis, donc voilà, j'ai regardé tous les films de la filmographie de Maximus, plus d'autres qui n'ont pas été sélectionnés. J'ai lu des livres sur l'histoire du cinéma, des livres d'analyse, des biographies, des choses vraiment très spécifiques comme John Ford et les Navarros, le rapport de l'Orient de Joseph van Sternberg. Voilà, c'était un immense plaisir de me plonger là-dedans, d'aller du plus éloigné, du zoom le plus grand, le plus ouvert, jusqu'au microscope le plus pointu pour pointer un aspect très précis de l'histoire. Voilà, j'ai mis une partie de la bibliographie à la fin de Blackout, mais j'ai vu aussi des documentaires,
Évidemment, il y a celui de Raoul Peck, I Am Not Your Negro, qui est extrêmement important. J'ai revu Celluloid Closet, voilà, pas mal de choses sur Hollywood. Le noir et blanc d'Hugh Micol, qui se prête d'ailleurs parfaitement à l'histoire, c'était l'idée de départ. On s'était pas dit grand-chose avant de commencer, puis Hugues voulait pas avoir d'idées préconçues. Au début, on s'était peut-être dit de la couleur, après peut-être une micro, et puis quand Hugues a commencé à dessiner, voilà, c'est venu comme ça. Pour lui, le style du dessin, ce côté très contrasté, très expressionniste. Quand on a vu les dessins, on s'est dit que ça ne servait à rien de mettre de la couleur, que la couleur enlèverait justement de cette force. Et puis comme on parle du rapport entre les blancs et les noirs, et de la ségrégation, ça nous paraissait tellement évident de garder cette symbolique-là dans le dessin. Et puis aussi le noir et blanc du dessin rappelle le noir et blanc du cinéma, des premiers temps du cinéma, de l'origine. L'invisibilité est un autre thème qui vous obsède. Je pense notamment à Paul Forvolino, le protagoniste de Prestige de l'uniforme. Celui-ci dit d'ailleurs à la fin de l'album une phrase qui aurait pu être dans Blackout, selon moi. « Je suis condamné à être seul, je n'ai plus de plaisir personnel, même pas de distraction triviale ni de hobby inavouable. Tout est devenu mécanique, ça pourrait fonctionner comme cela pendant des siècles. » Quels sont les autres thèmes qui relient ces deux œuvres ? Je pense la notion de héros. Dans Prestige de l'uniforme, Paul Forvolino est un anti-héros qui essaye d'être un héros et qui échoue à ça. Maximus Wilde, c'est quelqu'un qui lutte pour avoir le premier plan, pour avoir le rôle principal, pour être le sujet du film, le sujet de l'histoire, et qui rate, voilà, qui chute. Les deux personnages sont aussi dans la chute et dans l'échec. Je pense que les deux histoires traitent de la notion de lumière et d'ombre, de succès et d'échec. Vous avez commencé à travailler sur Blackout il y a 10 ans, bien avant les mouvements Oscar So White, Black Lives Matter sont encore MeToo. Est-ce que ces mouvements qui ont bousculé l'industrie cinématographique et culturelle à travers le monde ont nourri l'élaboration du projet ? J'étais évidemment attentive à tout ce qui se passait. Ça n'a pas vraiment nourri dans le sens où j'ai pas mis d'éléments contemporains dans l'histoire, mais ça m'a confortée dans l'idée que ce que l'on racontait, voilà, d'une histoire qui s'est passée entre 1936 et 1960 résonne encore maintenant, et que toutes ces problématiques, elles sont encore sur la table maintenant, elles ne sont pas résolues, elles font encore débat, il faut encore continuer à réfléchir là-dessus, et que oui, c'était important, en tout cas pour moi, pour nous, pour Hugues et moi, de raconter cette histoire-là. En tout cas, ça me confortait dans l'idée qu'on n'était pas complètement à côté de la plaque de parler d'un acteur de couleur dans l'âge d'or d'Hollywood. C'était pas hors sujet par rapport à ce qu'on vivait maintenant. Après, on m'a souvent demandé s'il y avait quelque chose de délibéré, est-ce qu'il y avait une stratégie, est-ce qu'il y avait ou alors un hasard absolument miraculeux que tout converge. Moi, je pense qu'il y a une stratégie de l'inconscient. Je pense que, comme tous les gens qui font des livres, des films, tous les gens qui créent des œuvres, on est attentif et puis on est connecté à l'époque dans laquelle on vit, et on est traversé par des questionnements, des émotions, et on réagit par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, et on réagit à travers des œuvres. Toute cette montée du racisme aux États-Unis, et puis toute la question de la post-colonisation en Europe, de la différence entre les personnes de couleur et les personnes blanches, tout ça, c'était déjà dans l'air il y a 10 ans. C'était pas exprimé comme maintenant, pas avec autant de frontalité et d'acuité, mais ça a toujours été là en fait. Et je pense qu'il y a une concentration d'événements qui font qu'il y a eu de plus en plus d'œuvres qui sont sorties, qui ont parlé de ça, de plus en plus de manifestations culturelles,
Il y avait cette exposition au musée d'Orsay l'année dernière sur le modèle noir. Voilà, il y a eu l'émergence de réalisateurs noirs qui parlent de la question de la ségrégation, et pas forcément sous un angle social, mais sous l'angle du genre aussi, à travers des films d'horreur, à travers des films pas forcément naturalistes. Et donc il y a eu comme une imprégnation de la réflexion collective par toute cette problématique-là. Et tout simplement parce qu'elle concerne tout le monde. Elle ne concerne pas seulement les personnes de couleur, mais elle concerne l'ensemble de la population. C'est la question du vivre ensemble, c'est la question de la différence, et c'est la question de l'universalité aussi. Et vous, personnellement, vous avez déjà vécu des situations... Vous voulez dire le racisme, Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai grandi dans une banlieue en Normandie et on faisait partie des premiers immigrés d'Asie. Donc les enfants n'avaient pas l'habitude, ils n'avaient pas l'habitude de voir, les enfants et les adultes d'ailleurs, de voir des personnes asiatiques. Donc moi, je me suis fait lyncher plusieurs fois par des enfants, moquer à l'école. Enfin, c'était assez violent quand même. Et puis, oui, il y a toujours, on est toujours en proie à des préjugés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais dans tous les cas, c'est toujours très embarrassant. Les préjugés ultra positifs, comme quand on attend de nous, les Asiatiques, d'être excellents en toutes choses, d'être les premiers, d'être très intelligents, d'être exemplaires, d'être très travailleurs et en même temps très discrets. On nous prête comme ça des qualités qui sont de l'ordre du cliché raciste aussi. Puis voilà, on peut imaginer le contraire en négatif aussi. Mais ça, c'est tout le temps. Et puis, c'est tellement... Je crois qu'on l'a tellement vécu. Moi, je l'ai tellement vécu que même quand ça n'arrive pas explicitement, on a toujours une petite réaction de protection, de défense ou de méfiance. Ou quand quelqu'un manifeste pas de l'hostilité, mais des choses un peu désagréables sans raison, on se demande si c'est pas par racisme. Des fois, c'est par racisme, mais des fois, c'est juste que la personne, elle est désagréable avec tout le monde. Mais on a toujours ce réflexe-là. Et c'est difficile de s'en défaire. Moi, j'ai pas vécu beaucoup de moments dans ma vie et dans beaucoup d'endroits où je n'ai pas du tout ressenti ça. Je peux même vous dire que les endroits dans le monde où je n'ai pas ressenti ça et où j'ai senti une aisance, une intégration naturelle et vraiment évidente. Exemple de question ou quoi que ce soit, ça se compte sur la moitié des doigts d'une main, quoi. Mais après, on s'habitue à ça, on grandit avec ça, on se rend compte que cet inconfort-là ne nous quitte presque jamais quand on sort à l'extérieur, quand on va dans la rue. Donc voilà. Il vous faut un échappatoire, enfin, il vous faut une passion pour vous extraire de ça. C'était quoi quand vous étiez ado Moi, ça a toujours été l'écriture, ça a toujours été l'écriture, la musique, mais aussi ce genre de choses vous renforce aussi, vous rend plus fort. Enfin, elle vous incite à prendre de la distance aussi, à relativiser. C'est pas non plus quelque chose qui accable. Moi, ça m'a pas détruite. Je crois qu'au contraire, ça m'a poussée à être plus forte, à résister, et puis avoir de la compassion aussi, de la tolérance et d'essayer de comprendre les gens différents aussi. Et d'avoir un regard toujours, on va dire, juste, en tout cas dans vos scénarios. Je pense que ça a aidé aussi à l'élaboration de vos projets, d'avoir ce regard incisif, en tout cas, et toujours en lien avec, souvent en lien avec l'actualité, quoi. Je pense que ça a nourri oui, certainement. J'ai pas envie, justement, je n'ai pas envie de m'échapper dans ma bulle. J'ai envie d'être dans ce monde-là, même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas agréable toujours, mais c'est notre monde, et j'ai pas envie de vivre recluse dans une espèce de mythe, justement, dans un mensonge qui me protégerait. Je pense qu'on ne peut pas se protéger comme ça. Et moi, je n'aime pas le confort. J'aime l'inconfort. C'est ce qui me stimule le plus. Et en effet, tous ces petits pics que l'on
qu'on peut recevoir, comme des aiguillons aussi qui vous poussent, qui vous empêchent de vous endormir et qui vous poussent à avancer tout simplement. On va parler un petit peu d'Angoulême. Vous faites partie de la sélection officielle 2021. Félicitations, en tout cas c'est mérité. Le festival d'ailleurs, vous avez consacré une exposition en 2017 et Prestige de l'uniforme a été nommé pour les prix du dessin en 2006. Quel rapport entretenez-vous avec le festival ? Comment dire ? J'y vais pas souvent parce que je suis agoraphobe. Les grands rassemblements, ça me stresse. Je suis pas du tout à l'aise avec ça, donc j'y suis pas allée souvent. J'y suis allée pour défendre un livre quand c'était nécessaire, quand j'étais invitée. Mais j'y allais pas en touriste. Et puis voilà, comment dire, j'ai un rapport assez distant avec les prix. Ça fait toujours plaisir d'être nommé, évidemment. Ça fait plaisir de recevoir un prix. Ça fait plaisir de savoir que vous avez une certaine reconnaissance de vos pairs, du public. C'est super. Ça donne, c'est réconfortant. Mais je fais pas ce métier pour ça. Donc les années, toutes ces années où je n'ai pas été sélectionnée, c'est comme ça. L'année où j'y suis allée pour préparer mon exposition, j'étais ravie de le faire parce que c'était un travail qui m'a passionnée. J'avais demandé aux étudiants de l'école de l'image d'Angoulême de collaborer avec moi pour imaginer une grande installation immersive et j'ai adoré travailler avec eux. Moi, je suis beaucoup dans le travail et je trouve beaucoup de plaisir dans le travail. Quand j'y vais, c'est toujours un plaisir de voir des gens que j'ai pas l'occasion de voir souvent. Et ça a cet avantage, les festivals, de rassembler, de concentrer beaucoup de monde, ce qui vous permet de faire un maximum de rencontres et de retrouver plein d'amis en un temps réduit. Les 2 confinements qui viennent de se terminer vous ont-ils permis de finaliser ou de débuter un nouveau projet ? Oui. Pendant le premier confinement, j'ai écrit 2 pièces de théâtre et l'une d'elles va être jouée en début 2021 si les conditions le permettent. En tout cas, elle est en répétition. On aborde la dernière phase de répétition. Donc les confinements n'ont pas ralenti. Au contraire, le premier confinement, j'ai énormément travaillé. Ça a été très productif. J'ai trouvé mon compte là-dedans. Faut dire que dans ma vie normale, je travaille chez moi et je travaille beaucoup et je ne sors pas beaucoup. Donc le confinement n'a pas changé fondamentalement mon mode de vie. C'était, je pense, juste l'occasion de ne pas voyager, de me stopper dans mes déplacements et de me concentrer pendant plusieurs semaines sur des projets. Et puis, quand on est dans des métiers de la création comme ça, notre grand avantage, c'est de pouvoir s'évader dans nos têtes aussi. C'est difficile de ne pas être submergé par le chaos ambiant, par l'inquiétude, par les bouleversements et la violence de l'extérieur, de ne pas être en colère contre les décisions des personnes dirigeantes. Quel regard portez-vous sur la place de la culture, là, notamment avec les décisions du gouvernement, les salles de cinéma fermées, les théâtres, les musées Comme beaucoup de gens, je trouve ça absurde. Je trouve que justement dans des moments difficiles comme ça, qu'on traverse tous, on est privé de 2 choses essentielles, les rapports sociaux et la culture. Je trouve ça d'autant plus dur que on se retrouve isolé. L'homme est un animal social et quand on le prive de contact, il peut devenir fou. Et si en plus on le prive d'une évasion, d'une stimulation intellectuelle, d'occasion de rêver, il peut devenir vraiment, vraiment fou et violent. Il peut retourner sa violence contre lui-même. Je trouve ça toxique en fait, cette cécité, cette obstination des dirigeants à vouloir bâillonner la culture. Je trouve qu'il n'y a pas de raison fondamentale à le faire de cette manière-là. Dans la mesure où il a été prouvé que les lieux culturels n'étaient pas des lieux de contamination et qu'on a beaucoup plus de risques d'attraper la Covid
dans les transports en commun, sur le lieu de travail, qu'au cinéma, dans les salles de théâtre ou dans des lieux d'exposition. Et je trouve ça extrêmement, extrêmement difficile et je ne comprends pas. Pour terminer, si vous deviez faire connaître 3 films méconnus de l'âge d'or et qui ne sont pas dans Blackout, ça serait lesquels ? Alors, je sais pas si je suis assez pointue pour exhumer des films vraiment méconnus. Il y a un film qui est pas très connu et que j'adore, qui s'appelle Hangover Square. C'est un film anglais de 1939, je crois, dont la musique a été faite par Bernard Herrmann. Dans ce film, la musique est un des rôles principaux. J'ai rarement vu un film dans lequel la musique est aussi puissante. C'est impressionnant, c'est un film magnifique. Après, c'est pas des chefs-d'œuvre méconnus, peut-être des chefs-d'œuvre moins connus du grand public, on va dire, mais très connus des cinéphiles. Il y en a un qui est dans Blackout, enfin, en tout cas qui est cité, c'est Anatahan de Josef Van Steenberg, son dernier film qu'il a tourné au Japon. Et je trouve ce film vraiment, vraiment fascinant. Et puis, troisième film, ce serait ce film au titre inconnu dont je vous parlais au début de l'entretien et que je rêve de revoir un jour. Merci Louis Yifang d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Blackout est disponible aux éditions Futuropolis.